Donc, aujourd'hui, docteur Wafé m'a demandé de discuter avec vous sur ce que c'est que la recherche. Merci, Brice. Au moins, toi, tu m'écoutes. Docteur Wafé m'a demandé de vous parler de ce que c'est que la recherche. Je ne vais pas dire que je suis capable ou que j'ai la capacité réelle de vous dire ça, mais je vais vous partager ce que moi, j'ai gagné comme expérience en quelques années. Non, comme il vous a dit, pendant les 4, 5 dernières années, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la recherche, de la bouche jusqu'à la santé publique. J'ai eu à côtoyer quelques différentes équipes et c'est donc un peu ça que je vais partager avec vous. Ce que je vous propose, c'est sentez-vous libre. Pour moi, il y aura des questions à la fin, mais sentez-vous libre de, je sais pas, de participer un peu, de ne pas être trop stressé. Ce serait cool. Donc, mes diapos sont en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'habitude de me dire que c'est bien de tenir compte du fait que le Cameroun est bilingue et que les diapos, je les fais toujours en anglais et puis je parle en français. Comme ça, s'il y a quelqu'un de langue anglophone, il peut au moins lire ce que j'écris, bien que mes diapos ne contiennent pas beaucoup de choses. Sur ce, on va commencer. Donc, je vais commencer par vous dire ce que la recherche n'est pas. Parce que pour dire ce que c'est, déjà que je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne sais pas si quelqu'un a une définition, mais il y a une chose, on sait, c'est que ce n'est pas, ça ne correspond pas à ce que certains se sont donné comme idée ou alors l'idée que moi j'avais quand j'étais à la fac de ce que c'est que la recherche. Donc, c'est par là qu'on va commencer. On va faire un peu le tour des idées que moi je m'étais faites quand j'étais encore étudiant ou quand je sortais de la fac. Quand je parlais de faire la recherche, c'était plein de choses dans ma tête, mais ce n'était pas très clair. Je vais commencer par une chose qui n'est pas écrite et que je veux que tout le monde garde à l'esprit. C'est pourtant quelque chose qui sera très vite chassé demain de vos têtes, mais je veux que vous compreniez ça. La recherche a pour principal but de publier des choses, des articles et tout, et d'apporter de nouvelles données à la science, mais ce n'est pas que ça non plus. Je dis ça maintenant parce que je vais oublier de le mentionner après. Publier, ce n'est pas faire de la recherche. Faire de la recherche a pour but de publier, mais la recherche n'a pas comme seul objectif de sortir des Africains. Je dis ça parce que de plus en plus de jeunes collègues me contactent en disant je vais publier un article. Ils ne veulent pas apprendre quelque chose, ils ne veulent pas acquérir des connaissances, ils veulent publier un article. Leur but, c'est voir leur nom sur PubMed, ça leur plaît. Ça, ce n'est pas la recherche. Donc, ça, c'est une parenthèse que je fais avant de commencer. Et je vais attaquer en vous disant que, naturellement, quand on est à la fac, et pour vous, je vois que beaucoup, ce sont des septièmes années, je pense, le but de la recherche, c'est ce que j'ai affiché là sur mon écran. C'est se retrouver face à sa famille et face à un jury pour avoir son diplôme, pour défendre sa thèse et avoir son diplôme. C'est cocher, remplir une formalité parce qu'on a 9 mois pour le faire, pour pouvoir atteindre le Graal, qui est le diplôme de docteur en médecine. Ça, c'est la théorie qu'on a de ce que c'est que l'année de recherche qu'on nous donne. Mais je préfère vous dire dès maintenant, je vais répondre à cette question en même temps. La recherche, c'est pas ça. C'est pas ça le but quand on vous dit de faire de la recherche en septième année ou dans la vie réelle. Ça s'appelle déjà de toute façon l'année de thèse une initiation à la recherche. Ce n'est pas vraiment une année de recherche. Et le but n'est pas seulement d'avoir le diplôme. Rappelons-nous que, je préfère être clair, ça a pour objectif principal de vous aider à acquérir ce diplôme-là. Mais on n'a pas mis cette année-là uniquement pour ça. Je vous le dis parce que ici, par exemple, où je suis, il n'y a pas cette année obligatoire. Quand tu finis ton examen, qui est l'équivalent de je ne sais pas comment on appelle ça au Cameroun, épreuve de synthèse clinique et thérapeutique, l'équivalent de cela ici, une fois que tu le finis, tu es médecin. Tu peux décider ou pas de faire de la recherche pour avoir un diplôme de docteur en médecine ou tu décides d'être juste praticien et tu t'en vas travailler. Donc, si on a mis à Yaoundé de façon obligatoire une année d'initiation à la recherche, ce n'est pas seulement pour avoir ce diplôme. Le diplôme, vous l'avez le jour passé le CM. Donc, je veux que chacun ici connecté qui est dans cette optique-là ou qui est en septième année garde dans son esprit que si il commence l'année où son sujet de recherche de thèse avait pour seul objectif d'avoir un diplôme et de soutenir une thèse, c'est qu'il n'a pas compris ce pourquoi il est là. Il n'a pas compris pourquoi cette année a été mise à la fac. Donc, première chose que je veux qu'on retienne, c'est que la recherche n'est pas une formalité pour obtenir un diplôme. Ça n'a rien à voir. Vraiment, je veux qu'on enlève ça de nos têtes parce que c'est ça qui encourage et entretient la médiocrité qu'on a à Yaoundé, dans laquelle nous-mêmes on a grandi et avons été formés. Mais je pense que s'il y a une chose qu'on peut partager, ce sont nos erreurs et les choses qu'on ne savait pas. Et l'une des erreurs qu'on a eues, c'est que beaucoup de nos camarades, en tout cas, avaient cette conception, cette conviction-là qu'on entre en septième année, fait n'importe quoi, fait une étude CAP, ça va aller. Tout ce qui compte, c'est d'avoir le diplôme. Oui, on aura tous un diplôme à la fin, mais on n'aura pas les mêmes backgrounds ou les mêmes capacités. Tout le monde ne pourra pas analyser un article comme Dr. Wafou, comme Dr. Feuze le fait ou comme Dr. Rich le fait parce que si tu n'as pas appris ça, tu n'apprendras plus. C'est la dernière possibilité qui vous est donnée d'acquérir les bases pour commencer sa vie après. Hier nuit encore, je discutais avec certains de vos amis qui sont des médecins spécialistes, enseignants presque parfois, qui sont à la recherche de ces bases qu'on aurait dû acquérir là pendant la septième année. Donc, dites-vous que tôt ou tard, ça vous rattrapera. Dans le monde actuel, vous ne pouvez pas éviter. Donc, je répète ce que je dis parce que la répétition, c'est la mère de l'étude.
La recherche, ce n'est pas une formalité à remplir pour avoir un diplôme de médecin. Vous êtes déjà médecin si vous avez réussi l'examen. Maintenant, je ne sais pas si vos notes sont sorties, mais entrer en année de thèse avec un autre objectif ou alors entrer en recherche avec un autre objectif que d'avoir un article ou que d'avoir un diplôme. Il y a plus que ça à gagner derrière le fait de faire de la recherche. Je ne sais pas si vous avez été au courant de ce truc-ci. Ceux qui suivent les informations, vous pouvez vous rappeler de ça. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Ça me stresse de ne pas vous voir. C'est bizarre. On est là, ouvert sa caméra, merci. Je veux voir les gens à qui je parle. C'est bizarre de parler à une audience de personnes, visage fermé. Bonjour, docteur Léo. Tout mon respect. Donc, ceux qui s'en souviennent, Donald Trump, quand le Covid était au top des choses, a suggéré qu'on injecte des désinfectants aux gens. C'était une très belle idée dans sa tête. Il faut mettre des désinfectants, donc de la chlorhexidine, des antiseptiques, ou alors les faire boire aux gens parce que c'est un virus respiratoire. Dans sa tête, déjà, quand on boit, ça part dans les poumons. Vous comprenez que... Excusez-moi une seconde. Je suis dans un endroit où la lumière... Désolé, ma lumière dépend des mouvements. Donc, si je reste sans bouger, ça va s'éteindre. Vous voyez pourquoi je dois gesticuler un peu. Donc, Donald Trump avait la fameuse idée de se dire que si on boit des désinfectants, ça va nettoyer les poumons du Covid. Ou si on injecte des antiseptiques, on peut guérir du Covid. Ça vous montre ce que vous devez savoir. On n'improvise pas en recherche. Vous allez vous retrouver dans la même situation si vous n'apprenez pas ce que Dr. Wafeu et les autres veulent vous faire comprendre. Pour faire de la recherche, pour avoir une opinion scientifique dans le monde actuel, il faut se former. C'est obligatoire. Trump s'est dit que parce qu'il a une idée dans son sommeil, c'était une idée de génie, il va la partager avec tout le monde et voilà ce que ça a donné comme bêtise. Vous risquez la même chose si vous, et je ne parle pas seulement de votre soutenance, dans la vie courante, on rencontre, et donc toi, il ne va pas vouloir le dire, mais il le sait, on rencontre des choses incroyables, extraordinaires, on entend des gens dire des choses qu'on aimerait qu'ils n'aient jamais dit, parce qu'ils n'ont pas voulu se former quand il a fallu se former. Donc, s'il vous plaît, faisons l'effort pour nous tous et pour le bien de vous-même, pour éviter d'être ridicules dans certaines situations. Apprenons ce qu'il y a à apprendre dans le processus de formation ou d'initiation à la recherche. C'est important. Donc, vous n'allez pas improviser pour vos thèses, vous n'allez pas vous lever un matin et connaître comment ça se fait. Vous devez vous former et chercher les bons formateurs. Une autre chose que j'aime bien voir, c'est les gens qui ne dorment pas parce qu'ils veulent une valeur P inférieure à 0,05. Je me suis jamais lassé de ça. C'est incroyable de voir comment la veille des soutenances, les gens sont obsédés par le 0,05. C'est un chiffre qui reste dans toutes les têtes. Même ceux qui n'avaient jamais compris ce que ça veut dire, ce jour-là savent qu'ils doivent être en dessous de 0,05. La recherche n'est pas une question de significativité, s'il vous plaît. Il y a des résultats non significatifs très importants pour la science. Il y a des résultats négatifs très importants pour la science. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer uniquement sur une notion de significativité de mathématiques. C'est une question de recherche scientifique et souvent biologique. Donc, il y a une notion d'importance de la question et de pertinence de ce que vous faites. Ce n'est pas parce que tu as un résultat inférieur à 0,05. Je vais prendre un exemple concret qu'on a vécu, je pense. On nous a fait un jour, je ne me rappelle plus exactement, mais des personnes qui te disent, par exemple, qu'ils veulent faire l'association entre, je ne sais pas, le sexe et les maux de tête. Bon, ça, c'est même facile, ça existe vraiment en science. Mais juste pour vous dire que parfois, il y a des associations qu'on fait qui n'ont aucun sens et ça donne un truc significatif. Parce qu'on a fait un test qui n'avait aucun sens, on a une valeur PFI à 0,05, on est tout heureux, on dit qu'on a fait de la recherche, on a trouvé un truc significatif et on se dit qu'on va le publier. Non. Apprenez que les statistiques sont là pour aider à répondre à une question scientifique. Si vous n'avez pas la bonne question, les stats ne vous servent à rien. Si vous n'avez pas la bonne méthodologie, les stats, comme Dr. Léo a dit, les stats ne vont pas régler les données mal collectées. Les stats ne vont pas vous donner une pertinence de la question. C'est le choix de la question de recherche qui permet d'avoir que les stats aient une importance à la fin. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas une question de mathématiques, de complexité. Pour ceux qui ont peur des maths, parce que beaucoup aussi, c'est ça. Ah non, c'est difficile, les statistiques, c'est trop mathématique, la recherche, c'est trop de maths. Non, ça n'a rien à voir. Une fois qu'on a compris les bases, on se rend compte que tout ce que vous voyez là sur mon écran écrit, aujourd'hui, les logiciels vous les font tout seuls. Vous n'avez pas besoin de calculer ça. Nous, on a fait l'époque où, je crois, docteur, je peux vous confirmer, on calculait les tests de students à la main. Pendant la première année, on devait aller à la main calculer un test de student et dire si c'est significatif ou pas. Ça ne se fait plus parce qu'aujourd'hui, on a tout informatisé. Donc, même si vous n'êtes pas bon en mathématiques, ça ne vous empêche pas de faire de la recherche de qualité. Donc, oui, les stats, c'est important, mais ce n'est pas que ça. Et ça ne devrait pas vous faire peur ou vous faire fuir la recherche parce que ce n'est pas l'objectif quand on fait de la recherche. Une autre chose qui a marqué ces derniers jours et ces derniers mois, ceux qui connaissent ce visage, montrez votre tête que je vois ceux qui le connaissent parce que moi,
C'est un monsieur qui m'a un peu exaspéré pendant les 3 derniers mois. Et juste pour info, la bonne nouvelle, c'est qu'il passe devant le conseil de discipline français depuis, je crois, il passe cette semaine. Parce qu'il était convoqué par les collègues de l'ordre des médecins français qui lui reprochent de donner de mauvaises informations et de mettre les populations à risque. Il s'agit bien du grand professeur Didier Raoult qui nous dit que l'hydroxychloroquine soigne le Covid. Pour donner le contexte, il a fait une étude, je ne vais pas juger, je laisserai chacun juger pour ceux qui sont curieux, aller lire l'étude qu'il a faite à Marseille, qui montre selon lui que quand on donne la chloroquine, les gens guérissent mieux du Covid. Mais il n'a testé que les cas légers et modérés qui guérissent à 85% seuls. Donc la question c'est est-ce que c'est la chloroquine ou est-ce que c'est la guérison spontanée? Nous on ne sait pas, mais lui il affirme que c'est ça. Et toutes les études après lui ont, comment on dit en anglais, rule out la possibilité que ce soit l'hydroxychloroquine, mais il continue à insister. Et avec ça, il s'est obsédé à dire aux gens qu'il a raison, ce qu'il a trouvé est scientifique. Sauf que quand on regarde la méthodologie, elle n'est pas bonne. J'utilise son exemple pour vous dire, ce monsieur, si vous tapez sur PubMed, son CV est impressionnant. Et quand il dit impressionnant, c'est peu dire. Il a un CV impressionnant. Mais ce n'est pas parce qu'on est impressionnant en CV qu'on a un background et un grand titre qu'on connaît forcément ce qu'on dit. Ce n'est pas une question de grade. Ce n'est pas le evidence-based medicine, c'est le evidence-based medicine. S'il n'y a pas d'évidence, vous n'avez pas le droit de le dire. En recherche, on attend de vous que vous produisiez des évidences. Pas que vous parliez bien, pas que vous parliez fort, pas que vous appuyez sur vos grades. C'est valable pour vos enseignants et vos encadreurs. Vos encadreurs vont souvent vous dire, c'est moi le prof dont j'ai raison. C'est bien. Ayez la politesse de ne pas leur répondre, mais ayez aussi la sagesse de savoir que ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils ont raison qu'ils ont raison. Il faut pouvoir chercher la logique derrière les arguments qu'ils avancent et chercher le raisonnement scientifique qui accompagne ça. Donc, une fois de plus, ce n'est pas parce que moi je parle aujourd'hui en tant que, je ne sais pas, Aurel qui suit votre aîné que je connais forcément. Non. Je dois pouvoir vous donner une explication scientifique à ce que je dis et il faut que ce soit soutenu par des réalités et des évidences. Sinon, ça n'a pas de but. Donc, la recherche, pour vous qui allez faire la thèse, les patrons n'ont pas toujours raison. Les aînés n'ont pas toujours raison. Vous-même, devant les cadets, vous n'avez pas toujours raison. Apprenez que tout se prouve. Et ça se prouve en suivant une méthodologie correcte, parce qu'on va revenir à ça à tout moment. C'est une question de méthodologie. Vous suivez la méthodologie, vous obtenez un résultat qui est fiable. Si votre méthodologie n'est pas bonne, quelle que soit la hauteur du ton que vous utilisez, le volume de la voix, ça ne changera rien. Ce que vous dites sera prouvé faux. Autre chose, j'ai vu trop de personnes avoir l'impression que c'est parce que je suis à Lausanne que je fais la recherche désormais. Comme moi, vous a dit, on le fait depuis qu'on est au Cameroun, depuis qu'on était affecté à INA dans les 3 A. C'est un rêve d'aller à Harvard, c'est bien. Je ne dis pas que moi aussi je vais aller là-bas, même maintenant, soyons concrets, c'est pas mauvais d'avoir Harvard dans son CV. Ou comme notre collègue de promo qui est à Oxford, c'est très beau dans le CV. Mais ce n'est pas ça qui garantit la qualité de ce que vous faites. On peut être à Oxford et faire de graves bêtises. On peut être à Harvard et dire des choses insensées. Et ça, je vous dis, je l'ai vu. Donc, ce n'est pas juste une théorie. C'est pour dire, où que vous soyez, c'est une question de compétence et de capacité. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez dans une très grande fac ou dans une petite fac. Depuis Mélène, vos enseignants ont fait des découvertes qui ont changé la science. Je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup. Donc, dites-vous bien que ce que vous voyez souvent au quotidien, que vous simplifiez, parfois on fait des choses extraordinaires. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'un de vos enseignants à Mélène fait partie de ceux qui ont créé le Camoquin, le Viagra et autres trucs quand il était en Angleterre? Je ne suis pas sûr que vous le savez. Vos enseignants font partie de ceux qui ont changé la classification du diabète. Vos enseignants ont modifié la prise en charge des maladies tropicales négligées. Il y a plein de personnes qui, dans leur petit bureau, comme on va le dire au Cameroun, dans la petite faculté de Yaoundé, ont impacté la science plus que des centaines de personnes ici où je me trouve à Lausanne ou alors ailleurs. Donc, soyez rassurés, ce n'est pas parce que vous êtes assis à Yaoundé ou je ne sais pas à Bonas que vous allez avoir l'impression que ce que vous faites n'est pas pertinent. Ce n'est pas la localisation qui compte, c'est juste votre compétence et votre capacité qui est importante. Bonsoir, docteur Nana, tous mes respects. Donc, je vais continuer en vous montrant ceci pour voir ceux qui suivent l'actualité. Ça, c'est un article publié dans le Lancet il y a 3 mois, je pense, pendant la période, la première vague de Covid, qui a été retracté après. On ne sait pas comment ça s'est passé. C'est un groupe de personnes que personne ne connaît vraiment qui a décidé un jour de sortir cet article en disant ah, on a fait une étude multinationale et tout qui a montré que la chloroquine ne marche pas. C'était logique qu'on a lu l'article, mais après, les gens ont challengé le données, on leur a dit donnez-nous la base de données, on va analyser. Et quand ils donnent la base de données, on se rend compte qu'en fait, ils ont truqué plein de choses à l'intérieur. Et là, ils ont été forcés de se rétracter et dire on enlève ce qu'on avait dit, ce que vous avez déjà dit, dont la bêtise est déjà notée.
Et pour un chercheur, il n'y a rien de pire que ça, parce qu'en fait, après ça, ta carrière est finie. Tout ça pour vous dire que la recherche, c'est une question de découverte. On ne crée pas. Ce n'est pas la chimie, comme j'entends les gens dire. Je me rappelle mes aînés, quand on était en 7e année, ils nous disaient, on fait la chimie. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire par chimie. Il dit, non, je suis un chimiste. Parce que la nuit, il fabrique quelque chose dans sa chambre. Lui seul sait ce que c'est. Mais le matin, il a des données. Et je vous donne un exemple. J'ai un aîné qui me racontait comment, à 2 semaines de sa soutenance, il avait 20 patients à recruter. Il avait une taille d'échantillon de 180. Il a fait la règle de 3. Il s'est couché chez lui. Il a dit, si le pourcentage de personnes malades dans mes 20, c'est 8, sur 180, ce sera combien? Et c'était fait. Il a soutenu Amélie, il a eu sa note, il est sorti, il est médecin. C'est peut-être drôle maintenant, mais c'est grave. Parce que ça, les gens se basent sur ces chiffres qu'il a créés dans sa chambre pour imposer des traitements aux gens après et pour faire des choses qui ont un impact sur la santé des personnes. En recherche, on joue avec la santé des gens. Donc, il faut être sérieux. C'est bien de vouloir à tout prix avoir des résultats, mais éviter la création. Attendons au moins de découvrir quelque chose qui est vrai. Donc, on ne crée pas les chiffres, on n'invente rien. Si vous n'avez rien trouvé, vous n'avez rien trouvé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des résultats qui sont importants ou ce n'est pas significatif. Non. Ne créez rien. Si vous découvrez quelque chose, c'est bien. Si vous ne découvrez rien, c'est la méthodologie qui importe. Si vous avez suivi une bonne méthode, le fait de n'avoir rien découvert, c'est une réponse pour quelqu'un. Ça évite qu'on ne perde des fonds pour refaire la même chose si vous le dites clairement et ça aide à avancer dans la science. L'autre chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de suivisme à la fac et au Cameroun en général. Chacun veut copier l'autre. Comme vous voyez sur cette image, on se dit que c'est l'autre qui fait bien ou alors c'est ce qu'il fait qui est logique. Évitez de faire ce que les autres font parce que vous les avez vus faire et que vous avez l'impression que ça marche. Je dis ça aussi en recherche parce qu'en recherche, beaucoup de fois, j'ai vu des gens presque reproduire ce qui est déjà fait. La base de la recherche, c'est l'authenticité, c'est-à-dire ça vient de toi, et l'originalité, c'est-à-dire ça quelque chose de nouveau. Pour Dr. Nana qui est présent, il peut bien se rappeler que quand il a soumis son premier article, on a demandé novelty of the research. C'est un truc, un bullet qu'il fallait écrire. Qu'est-ce que votre travail apporte de nouveau? Si vous n'avez pas ça, il n'y a même pas besoin de soumettre ça à un journal. Donc, quand vous allez vouloir faire ou choisir un sujet de recherche ou faire de la recherche, demandez-vous, ça a quoi d'original? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Parce que si vous répétez ce qui est déjà fait, vous perdez du temps, de l'argent et des ressources. On n'a pas le temps pour ça. Si vous n'avez rien de personnel à apporter, en fait, c'est du plagiat, c'est du copier-coller, ça se punit en science. Donc, il vous faut de l'authenticité et de l'originalité. C'est ça qui va faire la nouveauté de votre projet de recherche. Quand vous allez devoir choisir vos sujets, pensez à ça. Demandez-vous toujours, qu'est-ce que ça a d'original? Qu'est-ce que je fais? Je vais dire, je sais pas, moi, ça va de soi, mais bon, j'essaie d'expliquer à mes propres thèmes. Désolé si je n'arrive pas facilement, mais il faut de l'authenticité, il faut de l'originalité dans ce que vous faites pour que ce soit intéressant. Une dernière chose que je vais vous dire, vous voyez cet écran, je crois que vous êtes comme moi, vous êtes perdu. C'est une étude qu'on a faite ici. Beaucoup de choses compliquées. Rassurez-vous, ça ne fait pas de ça une belle étude. Mais on a dépensé des tonnes d'argent pour faire des tests incroyables, faire tellement de choses qu'on n'a pas besoin de connaître. Et c'est ce que les gens ont tendance à vouloir faire. C'est ce que moi, j'ai fait pendant ma thèse. J'avais 8 ou 15, moi, j'avais combien de trucs? Peut-être 10 tests de biologie que je faisais, mais je crois que tu t'en rappelles. Nana aussi doit savoir. Je faisais plein de choses. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de très complexe qu'on fait quelque chose de bien. Ce qui est bien n'a pas besoin forcément d'être complexe. Soyez simple. Vous pouvez répondre à des questions très intéressantes de manière très, très simple. La complexité du design d'études ne vous garantit pas une qualité de recherche. Ça vous complique la vie, ça vous dépense de l'argent. S'il faut choisir entre un truc complexe et simple qui répond à la même question, choisissez la simplicité. Et en fait, parfois, trop de complexité montre que vous n'avez pas vous-même compris parce que quand on comprend, on simplifie les choses. Donc, pour vous qui allez vous lancer dans des sujets de recherche, parfois, il ne faut pas grand-chose. Comme ce que voit Dr. Ted fait récemment, des questionnaires en ligne qu'on envoie sur WhatsApp, les gens répondent, ça donne une réponse à une question scientifique. On avance. C'est simple et ça donne quand même une recherche de qualité. Donc, ce n'est pas le nombre, la quantité d'argent qu'on mettait dans un projet, parce que je suis dans un endroit où je vois ça. Les investissements en recherche ici sont en termes de milliards et ils ne produisent pas plus que ça en termes de sciences, forcément. C'est juste que tout est complexe. On veut rendre les choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus détaillées, mais à la fin, ce n'est pas sûr qu'on avance plus que ça. Donc, simplifiez-vous la vie. On n'a pas d'argent, on n'a pas assez de temps en thèse, on n'a que 8 mois ou 6 mois, et on doit produire quelque chose de qualité. Donc, choisissons le chemin le plus simple possible. Ça, c'était quelques idées de ce que je veux que vous évitiez de penser, parce que moi aussi, je pense ça. Une dernière chose que je veux que vous sachiez, c'est que
Pour beaucoup de personnes, on fait de la recherche pour un but. On sait tous que c'est pour avoir une note. Et je me rappelle que après moi, je suis passé avec Nana, je crois, les premiers à l'astonnance. Et quand on a donné une note, c'était un peu le background, non? À partir de là, chacun commence à regarder où il va se trouver. Et toi, tu es un peu frustré parce que tu te dis, j'aurais aimé avoir quand même. Il y en a qui sont vraiment froissés par ça. Ah non, j'ai eu seulement ça. Ah non. On n'a pas pour but d'avoir une bonne note. Sachez que le gars que je connais, le gars, entre guillemets, le médecin qui m'a formé en recherche, qui est docteur Noubia, il n'a pas eu 90 à la thèse. Il n'a pas eu 85 à la thèse. Je ne vais même pas connaître sa note. Je sais qu'à l'époque, il n'y a même pas 75. Il est sorti de la fac incognito avec une note très moyenne. Aujourd'hui, il a autant de publications que les meilleurs professeurs de la faculté, alors qu'il est sorti il y a moins de 10 ans. Et je parle de qualité de publication, pas seulement les publications publiées. Donc, à la fin, ce n'est pas la note que vous aurez le jour où on va vous dicter, je ne sais pas, une autre student qui compte. C'est ce que vous aurez appris. Gardez ça en tête pour éviter certaines frustrations. Le professeur Joukem, avec qui j'ai travaillé l'an passé, il est allé au point où la veille de la séance, il fait une réunion à les étudiants qui l'encadrent pour leur parler de l'importance de se détacher de ses notes. Quel que soit la note qu'on te donne, ce qui est important, c'est ce que tu as appris. Nous qui parlons ici, personne parmi nous n'a eu 100. Mais je pense que, moi, je suis même souvent d'avis que si on m'avait donné une très bonne note, ça m'aurait rendu paresseux. C'est ce côté un peu insatisfait qui m'a poussé à chercher plus. Donc, prenez les choses telles qu'elles viennent et ne vous concentrez pas sur ça. La note n'est qu'un détail, j'ai envie de dire. Ce n'est pas ça qui comptera dans votre carrière. Maintenant, voyons quelques aspects de ce que c'est que la recherche. Je ne connais pas ce que c'est que la recherche, donc je vais vous montrer ce que les gens ont fait en recherche parce que ce serait prétentieux de dire que je sais ce que c'est que la recherche. Je suis un jeune gars qui se bat pour apprendre des choses. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de recherche qu'on fait ici. La première chose que je veux que vous ayez en tête, c'est que, comme ce monsieur, quand vous entrez en recherche, vous allez à une aventure. Vous ne connaissez pas forcément où vous allez, mais c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. C'est vraiment la première chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ça veut dire que, on appelle ça en anglais, dit serendipity. Léo peut peut-être mieux traduire ça, mais c'est juste se lancer sans savoir exactement où est-ce que le chemin va nous mener. Et vous aurez besoin pour ça d'une vision. C'est pour ça qu'il faut savoir à peu près qu'est-ce que je cherche. On ne sait pas exactement où on va atterrir, mais on sait où on veut aller. Donc, en recherche, il faut avoir l'esprit aventurier pour se lancer dans des questions qui n'ont pas de réponse. Et il faut avoir une idée avoir une bonne vision de ce qu'on veut obtenir. Maintenant, le chemin va se tracer avec le temps. La deuxième chose que je voudrais vous dire, si vous connaissez ce monsieur, vous êtes peut-être trop jeune pour le connaître. Qui arrive à le reconnaître? Quelqu'un ouvre son micro et me dit qui c'est. Oh, Colombo. Qui? Colombo. Oh, merci, merci, merci. Docteur. Inspecteur Colombo. Inspecteur Colombo, merci. Voici les millénials, comme on dit, ceux les plus récents, vous pouvez reconnaître au moins ceux-ci, je pense. Donc, tous ces gens ont quelque chose en commun. Ils font des investigations. C'est ce que vous allez être appelé à faire si vous faites de la recherche. La recherche, c'est une investigation, c'est une enquête scientifique. Et qui dit enquête veut dire qu'il y a une méthode. Ceux qui ont vu Sherlock Holmes, ceux qui voient Profiler, ceux qui ont vu Monk, tout ce que j'ai mis là, vous allez voir qu'ils ont une stratégie et une méthode qui suivent. Ce n'est pas un hasard. On ne se lance pas à chercher des choses au hasard. On sait exactement où on va et comment on va aller là-bas. Donc, la recherche, la deuxième chose que je veux, première chose, c'est une aventure. Deuxième chose, c'est une investigation, c'est une enquête qu'il faut mener avec une méthodologie. Un exemple de ce que c'est que la recherche. Ceux qui connaissent la Bible, parmi vous là, les grands biblistes, donnez-moi ce que cette référence dit. Celui qui veut ouvrir son micro, il me dit, je pense qu'on va donner les prix. Qui connaît? Les gars, soyez sérieux. Livre de Daniel, chapitre 1, verset 12. C'est le plus vieil essai clinique qui existe au monde, publié. Dans cet extrait, je ne sais pas, désolé si quelqu'un n'est pas, je sais pas, n'est pas chrétien et tout, c'est pas parce que c'est pas pour faire la promotion de quelque chose, mais c'est vraiment ce qui est connu comme le plus vieil essai clinique dans le monde. Dans cet extrait, Daniel et ses compatriotes sont mis en prison. Non, ils sont mis au service du roi. Et pour les entretenir, on leur dit de prendre les repas de la maison du roi. Parce qu'il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils mangent comme les serviteurs du roi. Et Daniel qui dit, moi, dans ma foi, je n'ai pas besoin de manger les trucs souillés du roi. Mais le serviteur dit, non, si tu ne manges pas ça, tu seras maigre et puis on va me tuer. Donc, il commence à débattre. Et pour répondre à la question,
Ils disent, attends, pourquoi on débat? Faisons un essai. Ils n'ont pas mis clinique, mais c'était presque ça. Faisons un essai scientifique. Soumets-nous aux repas que nous, on veut manger, qui sont pour nous purs, et laisse des contrôles qui vont prendre des repas du roi. Et après un certain temps, on va comparer les deux et on verra qui est plus fort. Ça, c'est la première fois que j'ai vu dans les anciens livres un essai clinique bien designé. Et pour vous dire que la recherche, c'est ça. Devant une question, on ne s'embrouille pas. On met sur pied une méthode pour répondre de manière scientifique. C'est ce qu'on attend de vous pendant une thèse. Une autre chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est que la recherche, c'est un processus de croissance. On apprend chaque jour. Ce n'est pas un acquis. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « je suis chercheur, je connais, c'est bon ». Les plus grands profs que vous allez rencontrer sont des personnes qui sont en train d'apprendre. Pour vous, ce sera encore plus grave. L'année d'initiation à la recherche, pour ceux qui vont commencer la recherche alors qu'ils sont un médecin, c'est un processus qui ne finit pas. 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous apprendrez tous les jours parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Comme cette plante, vous allez grandir, vous devez viser le soleil et essayer de grandir chaque jour, tel que vous pouvez. Qui connaît qui est ce monsieur? Une réponse facile. Les gars, allez-y, je compte sur vous, je vous aide. Non, ne me décevez pas, il y a des gens qui ont un master en santé publique. Quoi feu? John Snow. Qui? Quelqu'un a parlé? John Snow. Merci. John Snow, Broad Street à London. C'est le père de l'épidémiologie. Et pourquoi il m'intéresse? Parce que vous allez voir par la suite, que je vous fais voir là. Désolé, j'ai pris la vidéo même un peu fait chier. Je la mets pour que vous puissiez la suivre avec moi. C'est 1 minute, rassurez-vous. C'est assez facile. Je me tais et puis écoutez juste. In 19th century London, nothing brought more fear or panic than the yellow flag Donnez-moi 1 signaling seconde, je mets le volume pour que vous puissiez bien entendre parce que je pense que ça va vous intéresser. C'est en anglais. On n'arrive pas à voir. Est-ce qu'on peut avoir le lien pour voir? Hein? Nothing brought more fear or On n'arrive panic pas à voir. than the yellow flag signaling Ah a oui, cholera oui, epidemic. 1 seconde. Je sais. Désolé, quand je partage mon écran, finalement, je dois repartager pour avoir autre chose. Est-ce que je peux vous arrêter mon écran et partager? Et repartager, si vous voulez. Tu peux changer juste la fenêtre que tu partages. Si c'est sur YouTube, sur VLC, par exemple, tu partages plutôt VLC et non le PowerPoint. Voilà. Je vais partager. Donne-moi 1 seconde, je reviens à ça, pardon. OK, c'est ça. On y est. Vous voyez? C'est bon? Yes. C'est bon. Oui, c'est bon. Bon, j'écoute, c'est 1 minute 30. In 19th century London, nothing brought more fear or panic than the yellow flag signaling a cholera epidemic. And the outbreak that hit in 1854 was one of the worst. John Snow, a London physician, knows he can't help the dying. But he is determined to help the living by figuring out how victims catch cholera in the first place. Today, we know that cholera is caused by a germ, a bacteria in this case, that is spread in human waste. But back then, the prevailing theory held that cholera was carried in a cloud of bad air called a miasma. Miasma. It can't be miasma. If it's carried in the air, it should attack the lungs. But we know it attacks the gut. It must be something else. I know what you're going to say. It's in the water. You've been saying the same thing for years. If it's in the air, we should all have cholera by now. You could say exactly the same thing for yet water. Maybe. But I just feel I'm right. Then prove it, John. Prove it. Snow sets out to do just that with the only tools he has, logic and statistics. My name is John Snow. I need to know how long your husband was ill. He visits the homes of victims in a neighborhood called Soho Did he eat any old fish or meat? and tries to find anything that sets them apart from the healthy. He then begins to plot his data on a map. And where'd you get your water from? Broad Street pump. And where does your family get its water? What Snow was doing, what Snow really originated,
is the basic premises of an epidemiologist. He was looking at the contours and shape of an epidemic. His careful detective work reveals a compelling pattern. Virtually all Soho cholera victims got their water from a single well on Broad Street. Municipal authorities surprised the Soho neighborhood by removing the handle from the Broad Street pump. Get the handle off, man. It's a victory for the persistent Jon Snow and the power of statistics. Once the pump was disabled, the cases fell like a skyrocket that was done. It was just over. I'll take that. Later, city officials discovered that water from the Broad Street well was contaminated with cholera germs from a leaking cesspool. What Jon Snow accomplished is now called surveillance and response, and it remains our best defense for combating any disease outbreak. Tracking the outbreak of disease. Je m'arrête là. Donnez-moi une seconde si je peux sortir de là. Donc, désolé si je vous fais naviguer entre les fenêtres de mon ordinateur. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour dire, vous avez pu voir à peu près ce que je racontais en termes d'aventure et d'investigation scientifique, ce que ce monsieur fait. J'ai toujours beaucoup aimé ce petit, il y en a plein, mais celui-ci me plaît bien, c'est assez bref, qui décrit comment il a résolu ce problème et stoppé une épidémie rien que par son sens de l'observation et de l'investigation. Donc, en fait, pour moi, la recherche, c'est ça. Je ne dis pas que c'est uniquement ça, je vais vous donner un autre exemple, mais ça fait partie des choses qu'il faut avoir. Un sens précis de l'observation, très détaillé, très pointu. Connaître déjà certaines bases scientifiques, comme il le dit dans la vidéo. Si c'est quelque chose qui passe par l'air, pourquoi les poumons sont partagés, ce n'est pas que ça doit absolument, mais il raisonne scientifiquement et finit par trouver la réponse, et ça n'a pas coûté grand-chose. C'était juste de l'observation. Je vais continuer. Une des autres choses pour la science, je vais sauter certains trucs par ici, on va pas modifier des... je vous épargne ceci parce que... a été développé et permet d'améliorer considérablement... Vous m'excusez, hein. J'aurais aimé faire plus, mais je pense que le temps est entré dans les dents. Je vais vous épargner ça. Ça, c'était une vidéo sur pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le CRISPR-Cas9. C'est la dame les gens qui ont gagné le prix Nobel cette année, je pense, sont les découvreurs de cette technique. Et c'est la technique qui permet de modifier le génome de toutes les espèces humaines. Toutes les espèces, pas humaines, excusez-moi, toutes les espèces des animaux les plus petits jusqu'à l'homme. Et c'est avec ça que ceux qui ont suivi l'actualité, il y a un Chinois qui a créé des bébés qui sont restants au VIH. Il a fini en prison parce que c'est interdit, mais il a quand même eu la capacité de le faire parce que cette technique est hyper puissante, ça s'appelle l'excision moléculaire. Et comment ils l'ont découvert? En observant des bactéries. En observant comment les virus bactériophages se comportent. Juste ça, ils ont pu comprendre il contenait ces virus-là quelque chose de très précis. Comment est-ce qu'ils réussissent à s'intégrer dans le génome des bactéries? Et avec ça, ils ont juste reproduit ce Cas9-là. Et à partir de cela, maintenant, on peut y attacher n'importe quel gène et aller l'insérer dans un être humain ou d'un être vivant. Donc, vous voyez que la recherche, parfois, c'est juste de l'observation. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il faut juste avoir un sens aigu de l'observation et après, ça passe facilement. La dernière chose que je veux partager avec vous, c'est cette vidéo d'un chercheur de l'Université de Lausanne, de l'UPFL, on va dire, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc, c'est là où je me trouve. Je l'aime bien parce que c'est quelque chose qui, je pense, va révolutionner la médecine. Et je pense qu'un jour, ce sera aussi un prix Nobel. Peut-être, je ne vais pas la mettre en entier, mais je vous donne le contexte. C'est quelqu'un qui fait marcher des personnes qui ont une section de la moelle. Et vous aurez l'impression que c'est très compliqué, mais c'est quelque chose de très basique. Ce qu'il a fait, c'est quand les gens ont une section de la moelle, ils sont paralysés. Pourquoi? Parce que les impulsions nerveuses ou les influx nerveux ne traversent pas la zone coupée. Donc, le principe qu'il applique, c'est poser des patchs qui vont stimuler en dessous de la zone lésée et à partir de là, tout est parti. Et il peut faire marcher des personnes qui ont, là je pense que vous voyez, une section Standing de up, la moelle. finding your balance, requesting a stimulation. Stim on. Okay, start reference then to implant. And walking. Apparently, simple actions, but not for David, who has been severely paralyzed for 7 years. The first time he could really walk, get out of the wheelchair
the 7 years of paralysis. So that was a very emotional moment. I will never forget this. This is, I believe, the first time that people who have been paralyzed for several years are now able to walk voluntarily over ground, even outside the laboratory environment. And second, in all our participants, we have seen the recovery of a voluntary control over their paralyzed muscle, despite years of paralysis. And I believe that these two discoveries, these two findings are really unique in spinal cord injury medicine. These two findings are the results of many years of research. In 2012, Dr. Gregoire Courtine and his team found a way to give paralyzed rats the ability to move again. And already all the journey to have the paralyzed rats walking again was incredibly complex and long and difficult. And when we thought about it was the right time to translate this finding in animal models into a clinical application, it felt overwhelming. In a precise surgical procedure, an electrode array is placed below the injury, over the lumbar spinal cord, which contains the neurons that control the leg muscles. The brain delivers signals that activate these muscles, but for paraplegics, this signal is weakened after passing through the lesion. The electrical stimulation therefore serves to amplify the signal. The neurosurgery was performed by Dr. Jocelyn Bloch. For me, it was not the first time I was doing this kind of procedure, but it was the first time I was doing it in this context and with completely different perspective. And donc, je vais m'arrêter là. Je voulais juste que vous voyez comment le principe qu'ils utilisent pour vous dire que c'est un principe assez simple. C'est juste quelqu'un qui a observé, et je vous précise, ce monsieur n'est pas médecin, le responsable de ça, c'est un ingénieur. Il a observé que les gens sont paralysés juste parce que les influx ne traversent pas ou ne traversent pas suffisamment. Donc, tout ce qu'il a créé, c'est, je dis tout, mais c'était très compliqué, un amplificateur qui va amplifier les influx qui arrivent du cerveau pour les faire passer en deçà de la zone lésée. Et à partir de là, il peut faire marcher des personnes qui étaient paralysées toute la vie. Donc, ça a été le fait ici à Lausanne. Il est en train de terminer les derniers essais pour permettre de rendre ça utilisable par des personnes. Il fait des essais sur des êtres humains depuis 3 ans, je pense. Il est en 3e cohorte et je pense que mon labo participera à une de ces cohortes-là. Donc, juste pour vous dire que la recherche peut paraître compliquée parfois, mais c'est juste une question d'observation et ce n'est pas une question forcément de gros moyens. La dernière chose que je vous montre, c'est juste... Moi, j'aime bien vous montrer les choses récentes, comme ça peut peut-être stimuler l'intérêt de certaines personnes à suivre la carrière de la recherche. C'est les dernières méthodes de traitement qui sont développées. Ici, pour ceux qui se rappellent de ce que c'est qu'une mitochondrie, c'est le traitement par transplantation d'organites ou d'organelles, comme on les appelle. C'est juste des chercheurs qui ont constaté que les mitochondries, à l'origine, étaient des bactéries. Et comme toutes bactéries, elles ont la capacité d'intégrer des cellules ou un organisme. Donc, à partir de là, quand quelqu'un est malade parce qu'il a une maladie, parce qu'il a une insuffisance de ses mitochondries, on extrait les mitochondries d'un tissu sain. Si par exemple c'est son foie, les mitochondries ne marchent pas dans le foie, on extrait celles du muscle et on les réinjecte on les injecte dans son sang et son foie va les récupérer et ça lui permet de guérir. Je simplifie la procédure, mais toujours pour dire ça ne coûte rien. Ça se fait en 2, même moi je le fais aujourd'hui. Pourtant, c'est quelque chose qui peut changer et soigner plein de maladies incurables. Donc, ces derniers exemples, c'était pour vous montrer qu'à partir d'une simple observation qui ne coûte rien du tout, d'une connaissance de base, on peut aboutir à des résultats extraordinaires. Donc, ne simplifiez pas ce que vous allez vous mettre à faire. Peut-être vous allez découvrir le prochain traitement qui va révolutionner la science. Sur ce, je vais m'arrêter et je vous remercie pour votre attention.